OK, Sam, cette semaine dans les studios du Pantoum, on reçoit Joe Drolet, un entrepreneur en série, un gars qui a fait les plus grandes comme les plus petites villes du Québec. Partie des marques de linge que tout le monde connaît. On le spoilera pas parce qu'il nous en parle pendant l'heure et demie avec laquelle on discute avec lui. T'as piqué ma curiosité. D'ailleurs, si je me rappelle bien, même à un moment donné, toi-même pendant l'entrevue, t'es tanné qu'on tourne autour du pot, puis tu veux qu'on adresse l'éléphant qui est dans la pièce pour qu'on parle de ce grand succès. Ben là, tu sais. Mais pas rien que ça, tu sais. Joe, il a commencé à starter des projets, puis à leader le monde, puis à créer des communautés. Il avait genre 14 ans, là. Il est parti avec une skill saw puis des planches de plywood, puis il a fabriqué, genre, de ses mains avec ses chums, le skatepark à Forestville. Là. Qui existe encore, c'est ce qu'il nous disait. Qui existe encore, d'ailleurs, là, tu sais. Le gars, il crée des affaires qui perdurent dans le temps. Super engagé, super intéressant d'avoir sa position sur la politique. Aujourd'hui, son activité principale, en fait, c'est de gérer un centre communautaire puis une maison importante à Baie-Saint-Paul. OK. Puis c'est de ça qu'on parle principalement pendant une conversation avec Joe, en fait. C'est l'importance de créer un effet rassembleur, tu sais, un élément de branding qui donne un sentiment d'appartenance au monde, finalement. Exactement, un sentiment d'appartenance, puis c'est ça c'est ce qu'il disait, c'est que un branding, ça passe par ça, puis surtout le genre de street cred là, qu'on peut créer avec nos idées, tu sais, d'aller chercher le monde one-on-one en leur vendant ton idée, tu sais, comme de manière organique aussi au travers de la patente, puis en donnant un genre d'esprit d'équipe, là, tu sais. Un esprit de corps, tu sais. Ouais. Un esprit de corps, puis il nous a inspiré à continuer dans cette track-là. C'est au travers de ces conseils et de cette conversation-là qu'on a nous-mêmes fait affaire avec des artistes locaux pour établir notre image, puis la constance ou la présence qu'on veut donner à l'ouvrage qu'on est en train de faire actuellement, puis à ce qu'on est en train de présenter. T'sais. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que je dis, hein? Ouais. Une chance que je dis des affaires vraies, parce que sinon le monde, il nous écouterait plus. Ben, il nous croirait plus. Ben là, c'est ça qui arrive. Joe Drolet, tout le monde. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec? Sit back. Ouais. Enjoy. Puis quoi? And... J'ai quand même puisé dans cette idée-là avec Sam pour faire l'idée qu'on a là. Puis tranquillement, pas vite, à force de recevoir du monde, on se rend compte, tu sais, ce qu'on voulait partir, toi puis moi, puis avec les autres, c'était une espèce de forum, là, tu sais, pour permettre à du monde d'intérêts similaires de collaborer puis de se parler, tu sais. On s'est rendu compte aussi, il y avait une bonne écoute, là, du projet qu'on avait. Puis là, ben, c'est ça qu'on a, là, avec le monde qu'on reçoit. Les gens, ils veulent entendre parler du processus créatif des autres, ils veulent voir les autres idées, ils veulent collaborer avec du monde. Sauf que tout le monde est enfermé dans sa pratique ou dans son cercle personnel, ou gens sont limités par des institutions qui structurent les affaires, fait qu'ils n'ont pas nécessairement tant d'options, puis ils n'ont pas tant un porte-voix pour parler de leurs trucs. Ça répond au même besoin. Là. Il y a comme on a crissement des outils de communication, mais on n'a pas des outils de communication qui permettent facilement au monde d'échanger en dehors de leur chambre d'écho. Ouais. C'est ça, de leur groupe habituel, là, de leur pantoufle. C'est ça. Ouais. C'est vrai, ça. Fait qu'on pile un petit peu sur la même idée, là. Ah, ben c'est cool. C'était ton projet, la motion. On peut commencer par parler de ça. Si tu peux faire un petit tour de ton parcours puis des affaires que tu as lancées. OK. Vas-y. Mais je me suis pas mal tout le temps intéressé à faire des choses, genre pour faire des choses. T'sais, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Forestville sur la Côte-Nord. Puis à l'époque, on était 4000 habitants. Maintenant, c'est beaucoup moins. Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignaient dans l'environnement comme « Ah, c'est plate, il n'y a rien à faire, il n'y a jamais rien qui est organisé, etc. » Fait que, assez jeune, pour moi, c'était comme... C'est une possibilité. S'il n'y a rien d'organisé, c'est parce qu'on peut faire... Il y a de l'espace. Quelque chose, c'est ça, exactement. En fait, il n'y a pas de compétition.
t'as le champ libre. Fait que même si tu organises un truc qui est plate, ben, si t'es le seul, ça va quand même être cool. Ouais, le monde va être là pareil, Ben c'est ça. Ben oui, clairement. Fait que j'ai grandi un peu dans un environnement comme ça où ce que c'était assez accessible. Puis les gens aussi, c'est une petite communauté. Fait que c'était facile d'embarquer les gens. Tu sais, les gens, même les personnes que tu connais moins, t'as tout le temps un lien avec tout le monde ou tu sais, t'as un lien genre par intérim avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est toujours... la confiance est facile à avoir parce qu'on vit tous dans le même milieu. Puis les gens, tu sais, embarquaient quand même assez facilement. Fait que tu sais, assez jeune, je me souviens, on avait le premier vrai projet que j'ai levé. Il n'y avait pas de... Ben, tu sais, il n'y avait pas de skatepark. Il y avait juste une mini-rampe à l'époque. Puis nous autres, on commençait à skater. Il y avait comme une couple de précurseurs avant nous qui avaient ouvert le bal. Puis c'était comme pas un sport reconnu. Tout le monde jouait juste au hockey dans le village, là. Je connais ça, ça ressemble à chez nous. L'été, c'est le baseball, puis l'hiver, c'était le hockey. Là, c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Puis à l'époque où moi j'ai grandi, le baseball, il n'y avait plus trop d'organisation. Fait que, tu sais. Jouer un tournoi de balle-molle à Saint-Jean. C'est ça, t'avais les histoires de baseball des plus vieux. Mais le hockey, l'hiver, c'était vraiment ce qui roulait. Puis le skate, c'était comme un nouveau truc qui arrivait. Là. Fait que c'est ça, il y a une couple de plus vieux qui le pratiquaient, qui avait été capable d'aller chercher genre une mini-rampe. Mais nous, on voulait avoir un skate qui était comme un skatepark qui était vraiment plus street. Puis la ville était plus ou moins down avec l'idée. Fait qu'on a comme monté un genre de comité, puis on a rassemblé des boys autour de tout ça. On a mis la pression, on est allé cogner à plusieurs portes à la ville. T'avais quel âge quand t'as parti ça? Je devais avoir 12 ans. Ah ouais? Ouais, une douzaine d'années. Là, on était 12-13 ans, mettons le secondaire 2. Puis, à force de pas lâcher le morceau puis d'écœurer les gens, tu sais, en position de faire avancer les choses, ben ils nous ont dit, ben c'est correct, là, si vous voulez le faire, faites-le. Nous, on vous paye les matériaux puis vous allez le construire. Donc, ils nous disaient, ouais, vous êtes capable de faire ça? Puis là, on était là, ben oui, on est capable de faire ça en masse. Donne-nous des drills puis des bandits, on s'en occupe. Je veux dire, j'avais jamais utilisé une skill ça avant ça. Puis, la ville est venue. Donnez ça à des enfants. Ben oui, les enfants, c'est fucking dangereux. Il voulait se débarrasser du projet. Il dit, ils joueront pas, les parents voudront pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'attendaient. Je pense qu'ils pensaient qu'on allait le faire. Mais je suis pas certain qu'ils avaient bien analysé la chose, là. Fait que, on a fait comme des plans, on a calculé les matériaux qu'on avait besoin, on a donné notre liste au service des loisirs, puis un après-midi en fin de journée, genre la ville est venue domper le stock dans la cour chez nous, genre en avant du garage. Ouais. Ouais. Dans la cour chez vous, chez tes parents. Oui. Exactement. Fait que là, c'est ton projet de relais, organise-toi avec ça. C'est ton projet, genre gère-le. Fait que là, à partir de là, on s'est dit, OK, ben là, faut le monter maintenant. Ça a pris quand même un certain temps parce que là, c'est ça, c'était la première fois dans le fond que je veux dire, j'avais déjà cogné des clous là, mais tu sais, utiliser le Bansi puis genre s'assurer que les structures étaient bonnes puis tout ça, c'était comme même. Il fallait que tu développes du skill vite. Tu sais, même un tape à mesurer, il y en a qui pensent que c'est cave de mesurer quelque chose là. Non, c'est plus compliqué que ça a l'air. Ben si vous l'avez jamais fait, ben tu peux le faire. Mais bien le faire, c'est une autre chose, genre vraiment autrement. Puis, c'est ça. Fait qu'on a comme commencé à zéro là-dedans. Finalement, on a tout monté les modules. Ça s'est super bien passé. La ville est venue les chercher dans ma cour pour les amener au skatepark. Et ça a été mon premier vrai projet. Puis ce qui est cool, c'est qu'après, ça a permis à une communauté un peu de se rassembler autour de tout ça. Fait qu'il y avait les gens qui skataient, mais il y avait les gens qui skataient un peu, puis t'avais des gens qui skataient pas du tout, mais tu sais, qui se rassemblaient autour de ça. Puis ça faisait un spot tout chillé. C'est ça. Ça permettait les échanges, ça permettait les partages d'idées, ce genre de choses-là. Fait que ça a été mon premier projet, en fait. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool, tu sais, de partir un peu de rien, puis avec la collaboration des autres, d'être capable de dire, OK, ben, tu sais, l'été dernier, on avait fuck all ici, puis cet été, on est capable de skater ensemble, tu sais. On pogne des échardes un peu parce que c'est nous autres qui avons monté nos rampes, mais... non, mais c'était pas à la perfection, mais c'était quand même bien, puis on était juste contents parce que c'était notre spot à nous, c'était nous qui l'avions monté. Et les dernières fois que je suis descendu, je sais qu'il y a ces modules-là qui existent encore aujourd'hui, tu sais. C'est hâte encore lisse. Fait qui ont servi à plusieurs cohortes de kids
Je sais que la dernière fois, là, c'est plus de la trottinette maintenant là, qui est à l'honneur, là, mais encore, je veux dire... Ils font-tu des tricks avec des... Ben oui, avec les trottinettes, ben oui, les jeunes, c'est rendu la nouvelle vibe là, pour remplacer le skate. Mais c'est ça, je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui sont encore en vie, qui ont été construits dans le garage à Yves Drolette, à Forestville. Quand même, Voilà. quand même, beau leg. Mm. Fait que t'as fait ton adolescence à Forestville. T'as-tu d'autres histoires de même? T'as-tu continué à faire des projets à Forestville? Ou, Ben, en fait, il y a une année pendant mon secondaire que j'ai été au Mont-Saint-Sacrement à Québec, pendant le secondaire 1. Ouais? Ouais. J'étais là 97, 98, je pense, à cohorte. Ouais, j'ai fait mon secondaire 1 à Québec. Puis, c'est ça. Comment ça, ta famille était à Québec? Ben, moi, j'avais une tante. C'est mon cousin et ma cousine avaient passé par le Mont-Saint-Sacrement. Puis moi, ça avait tout le temps, genre, un peu... tu sais, attiré cette espèce d'univers-là, d'école privée, puis... Boarding school. Ben, j'étais quand même un peu... tu sais, j'étais un peu bas, mais j'ai toujours été un peu intello. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, la lecture, les idées, échanger avec le monde. Puis je me disais, me semble qu'il y aurait peut-être un plus à aller chercher dans un environnement comme ça. Fait qu'en secondaire 1, à force d'écœurer mon père, il a dit, bon, ben c'est correct, on va t'arranger quelque chose, puis tu vas aller rester 1 an chez ta tante à Québec, puis... Tu iras vivre le rêve, là. Fait que la première année de secondaire, au final, c'est ça. J'étais à Québec, puis je suis redescendu après. Mon père m'avait demandé. Puis là, je m'ennuie un peu de mon milieu. Je m'étais fait vraiment des bons chums ici. Mais il y a une simplicité aussi à vivre dans un village qui est quand même rassurante, là. Fait que c'est ça. Puis qu'on est jeune de même, puis qu'on a grandi tout le temps là-dedans. C'est ça. Fait que c'est ça. J'ai fait mon secondaire 1, je suis retourné. Il y a eu l'épisode du skatepark. Après ça, j'ai été... les autres projets que j'ai faits, c'était des projets qui étaient plus déjà politiques. Surtout à partir du cégep, là, au secondaire, en fait, c'était les parties. Là. Je viens d'une région, donc ça commençait quand même assez tôt. Là. On expérimentait un paquet de choses. C'est pas grand-chose d'autre à faire, là. Non, mais c'est ça. On commence jeune à... On commence jeune à être vieux. Puis c'était peut-être un peu de la lâcheté dans le sens où quand tout le monde se rassemble puis on se dit « Ah, on fait une fête », c'est qu'on n'a plus besoin d'organiser d'autres choses. Les gens débarquent avec leur alcool, avec les poches remplies de ce qu'ils veulent, puis tout le monde a du plaisir, mais c'est quand même... On dirait que c'est un peu moins compliqué. C'est comme, il y a une maison de libre en fin de semaine, on se ramasse tout là, on fait le party. En même temps, tu vois, tu sais, genre, oui puis non, tu sais, genre, être capable de rameuter le monde puis de faire un party, même qu'avec cet âge-là, c'est comme pas si évident que ça. On n'a pas les ressources qu'on a à cette heure puis l'indépendance qu'on a comme adulte, là. Moi, j'ai grandi dans un coin comme le tien, puis un des premiers gros parties que j'ai organisé, c'était avec ma première petite blonde de ce temps-là. Puis on devait avoir 15 ans, je pense, 15-16 ans, gros max, là. On n'avait pas de place où aller boire, puis on n'avait pas vraiment d'alternative, puis on voulait faire un party pour l'Halloween. Alors on s'est organisé avec un de nos chums qui était déjà majeur, qui a réussi qui a réussi à se faire confiance par les gens qui s'occupaient de la salle des Amants du Bel Âge à la Belle-sur-Quévillon. Salle communautaire à louer. Là, le gars, il y avait les aînés, tu sais, puis le gars, il avait maximum 19-20 ans. Là. Okay. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de signer un contrat de location à ce gars-là, là, tu sais, genre, j'aurais jamais laissé faire ça. Mais c'est moi et Steph qui organisait le party, là, on a rameuté calissement des flots, là. Genre, du monde de 12 à 17 ans, peut-être bien, genre, pour l'Halloween, aux Amants du Bel Âge, tout le monde, ça a grosse brosse, genre, pis tout ce que tu veux par-dessus ça. Genre puis là, moi, j'avais comme averti ma mère qu'on allait organiser cette partie-là, moi pis Steph. Ma mère, elle y croyait pas, fait que puis j'avais dit, probablement, il va falloir que je dorme là en plus, tu sais, pour gérer les affaires. Ma mère, elle riait, ben, elle dit, ben ouais, c'est ça, tu dormiras là. Là, la veille du party, ça se passait, là, on avait réussi à louer la salle, Elle a commencé à paniquer un peu. Là, elle fait juste, ouais, non, là, tu vas pas là, ça a pas d'allure. Ben là, ça se passe, c'est tout. Il est trop tard. Non, ouais, c'est ça, t'as dit oui, puis je suis rendu, puis ça se passe. Tu vas pas me canceller ça dans la face. Alors, on s'est ramassé là vers 11h le soir, la police est débarquée. Il y avait comme, il devait y avoir 80 mineurs dans la salle, genre, tout le monde, c'est la grosse boisson, la tequila, puis la patente. Puis la police, on les connaît bien chez nous, là, puis ça devait être un peu pareil chez vous, là, tu sais. Genre, Gino Caron, il rentre, puis là, il fait juste, ouais. Le Steph, en plus, ma blonde du temps,
son père, c'était l'enquêteur principal de la police à Quévillon. Donc, il nous parle, il dit là, on vous mettra pas dehors, là, c'est trop compliqué. Là. C'est genre, il y a ben trop de mineurs ici, il y a trop de boissons. Là. Je vais repasser dans 45 minutes. Je veux plus voir une trace d'alcool ici, puis il faut qu'il reste rien que le monde qui est responsable de l'organisation. Fait que là, on a clairé ça dans le temps de le dire. On a tout ramassé la boisson, on l'a mis genre debout dans le container à vidange dehors. Il est repassé. Fait semblant d'être tranquille. Il restait avec moi et puis 4-5 de mes chums. On est allé rechercher ça. On a continué notre party. Mais le point, tu sais, c'est une belle anecdote de mon adolescence. Là. J'aime ça, cette party-là. Genre, qu'on a fait. Ouais, genre, c'est incroyable que ça ait pu se passer. Là, puis que la ville ait accepté ça. Mais c'est pour dire, même si c'est comme un échappatoire facile de faire le party. C'est sûr que tu peux faire des parties de garage en masse, mais dans les faits, quand t'es adolescent, organiser un party où ce que le monde peut boire, où ce que tu vas avoir la paix pendant un bout, planifier tes déplacements, puis tout, c'est pas si évident que ça. L'hiver, c'est difficile. L'été, tu sais, nous, on avait, je veux dire, il y avait la plage, tu sais, même l'été, je veux dire, c'est ça, on se ramassait au ski de parc, à l'école, les polices passaient faire un tour tranquillement, puis ils nous disaient quand on était trop... Quand on était trop un petit peu tannant, genre, ils nous disaient de se calmer un peu, mais sinon, les gens se ramassaient dehors ensemble. Là. Mais l'hiver, c'est ça, c'était un peu plus compliqué. Fait que moi, c'est ça que j'ai vécu un peu. Parce que tout le monde se ramassait ensemble à l'extérieur. Là. Ouais, de toute façon. Ouais. Fait que là, t'as fait toute ton adolescence à Forestville. Ouais, après ça, t'es parti pour le cégep. Ben en fait, le cégep, je l'ai fait à Forestville aussi. On avait un centre d'études collégiales qui était lié avec le cégep de Jonquière. Puis ça a été vraiment des 2 belles années. Là. C'était vraiment chill. On était 35 étudiants dans le cégep. J'étais président à l'époque de l'association étudiante. Puis c'est ce qu'on faisait, on montait des parties, tu sais. On montait des parties avec des thématiques à l'interne, puis c'était vraiment cool. Et à cette époque-là, j'étais aussi secrétaire de circonscription pour le Parti québécois dans la circonscription de René Lévesque. Et j'avais été capable de monter 2 cellules étudiantes à partir du cégep, une pour le Bloc puis une pour le PQ. Fait que c'est ça. Ça a été mon premier contact avec la réelle politique, là, la politique partisane. J'avais genre développé vraiment un intérêt pendant le secondaire, surtout avec les cours d'histoire. C'est ça, l'évolution de la société, comment les décisions se prenaient, ce genre de choses-là, puisqu'il n'y a pas de cours de politique au secondaire, ce qui est, selon moi, inacceptable. Ouais. Dans une société démocratique, qu'il n'y ait aucun cours de politique dans le parcours régulier scolaire. Mais au travers de l'histoire, au travers de la géographie, au travers de l'économie aussi, parce qu'à l'époque, on avait vraiment un cours en secondaire 5 qui était consacré à l'économie. Ben ça m'a sonné beaucoup de cloches, puis ce qui me parlait, c'était vraiment les sciences sociales. Puis l'idée derrière aussi le cégep, c'était ça, c'était de faire mes sciences humaines, puis de m'en aller faire mes sciences po à Laval. Pourquoi Laval, je sais pas, man, il y avait une genre d'obsession. Mais même quand j'étais kid, j'étais comme, je veux faire mes sciences po à Laval. Quand tu passais en avant du campus, t'es kid, tu vois le campus de l'Université Laval, c'est-tu hot, man? Tu viens d'une ville de 4000 habitants, tu sais. C'est gros comme ta ville en superficie. C'est ça, c'est une petite ville. Là, ben oui, clairement. Fait que non, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait beaucoup. Puis à cette époque-là, on a organisé beaucoup de trucs. Moi, j'aimais énormément m'occuper de la vie sociale, tu sais. OK, ouais, on va aller chercher une table de poule. Fait que là, on regardait c'était quoi le budget. On montait du financement pour acheter le truc, pour le mettre dans le salon étudiant pour que tout le monde puisse en profiter. Une table de baby-foot, OK. Un jeu d'échecs, etc. Fait que moi, ce qui me branchait beaucoup, c'est ça, c'est de m'assurer que le vivre ensemble soit toujours un peu plus optimisé. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, il y a vraiment une cohérence dans tous les projets dont tu parles puis qui t'ont animé pendant ce temps-là. Là. Tu sais, le skatepark, c'est la même affaire. De créer un spot pour que le monde puisse chiller puis avoir du plaisir. Créer des parties quand t'es adolescent. Créer des parties au cégep. T'organiser pour qu'il y ait un espace de communication. Les projets que je sais qu'on a partis ensemble, c'est la même affaire. Ouais. Non, mais c'est ça. J'aime ça, rassembler les gens. Puis je trouve que, en fait, la vie est beaucoup plus facile quand on est ensemble. C'est quand on n'est pas ensemble que ça devient compliqué. Puis si on arrive à comme
ajouter des structures qui facilitent cette espèce d'échange-là puis de contact avec les autres, on simplifie énormément. Ben, on minimise les problématiques puis les irritants qu'il va y avoir entre nous parce que souvent, il suffit juste de se parler ou d'avoir un minimum de contact pour être capable de régler les trucs. T'es pas sur la défensive, il y a un genre de minime lien de confiance qui est établi, puis à partir de ce moment-là, on est capable de régler un paquet d'affaires, puis on se rend compte qu'on a plein de points en commun. Parce qu'il y a plein de choses qui nous différencient, mais il y a plein de choses qui nous lient aussi. Puis si on n'a pas ce partage-là avec les autres, on s'en rend pas compte souvent. C'est comme un truc caché, mais qui est tellement à portée de main, en fait, puis qu'avec un peu d'effort, on peut renverser un peu la situation. Juste prendre des initiatives pour créer un espace puis que le monde puisse se parler, puis qu'il puisse chiller. Puis... Pour rassembler les gens, c'est ça exactement. Puis je pense que ça se fait de manière très organique. Une fois que tu mets les gens ensemble, il y a des projets qui vont se passer. Il y a des collabos qui vont arriver. Il y a des relations qui vont se créer. Il suffit juste de rassembler les gens, de les faire sortir un peu de leur petit chez eux, leur petit milieu. C'est sûr qu'on a toute notre gang de chums, on a des gens avec qui on a des liens un peu plus forts. Mais souvent, quand tu mets des gens ensemble qui ont plus ou moins de liens, tu arrives à quelque chose de très intéressant. Là. Ouais, mais... Ouais. Vas-y, Sam. Ben, c'est un peu ça, l'esprit de collaboration. Mais moi, je serais curieux de voir aussi avec les projets que tu as développés, de quelle manière, tu sais, c'est toi que... Ce que je connais de toi beaucoup, là, c'est évidemment l'éléphant dans la pièce, I guess, là, Walken, que c'est toi qui a idéalisé la patente, là, mais de quelle manière ça allait dans le sens que tu proposes là, de la collaboration, puis de... Ben, en fait, c'est super intéressant que tu lèves le truc parce que les gens connaissent beaucoup Walken, mais moi, j'ai participé à l'espèce de projet pilote de tout ça qui s'appelait Flawless, qui a été lancé à Shawinigan en 2009. Et c'est ça, à ce moment-là, mon père était déménagé là-bas. J'ai suivi là-bas. Puis on avait un projet dans les boîtes, moi et mon chum P.O. Mercier, qui est un ami d'enfance que j'avais rencontré au Mont-Saint-Sacrement en secondaire 1, avec qui j'avais gardé quand même un contact très étroit. Puis c'est un projet qui était destiné à Bécomo à la base, qui est un peu l'espèce de capitale de la région, genre sur la côte nord. Ouais. Ça où c'est 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 ça, mais c'est trop loin. Effectivement. C'est trop loin, genre pour le lien avec les autres régions, puis etc. C'est un autre centre, mais c'est un centre qui est vraiment très éloigné. C'est un centre qui n'est pas au centre. Exactement, c'est comme trop en périphérie, cette île. Donc, c'était prévu pour Bécomo, puis nous, on avait l'idée de lancer un magasin streetwear. Et finalement, j'ai déménagé, on a comme tenté le terrain un peu à Shawi, puis ça se passait pas super bien dans la ville à ce moment-là. Il y avait eu beaucoup de fermetures. C'est une ville qui était très industrielle. Puis moi, ça m'a rappelé beaucoup ce que j'avais vécu sur la Côte-Nord. Les gens de shop, une économie qui était très peu diversifiée. C'était une des villes les plus prospères au milieu du siècle dernier, là, Shawinigan. Ouais, première centrale hydroélectrique au Québec. Puis, Exactement. Fait que, tu sais, les industries de transformation, les industries chimiques, il y a eu un paquet de business incroyables qui sont atterris là-bas et qui ont fourni un travail extrêmement bien rémunéré pour une main-d'œuvre très peu qualifiée. Pendant une génération. Plus que ça. Ouais. Plus que ça, parce que on parle, l'explosion de la ville a dû se faire aux alentours de 1940, 1950, même 1950, ça c'était parti. Fait que mai 1940, puis ça a commencé à vraiment piquer du nez dans le tournant des années 2000, là, où est-ce que les grosses business à Belgo a fermé, puis il y en avait déjà une couple qui avait fermé aussi, mais le crash s'est fait sentir là. Fait que c'est un peu plus qu'un demi-siècle, là, où est-ce qu'il y a eu du gros rendement dans l'endroit. Et il y a une espèce de culture qui s'installe dans un milieu comme ça qui tue la débrouillardise des gens parce que les gens... En tout cas, moi, je me souviens même à l'école, là, les professeurs te disaient pas genre
qu'est-ce que tu vas aller étudier à l'université. Là. Il te demandait, c'est quoi le métier que tu as choisi? Là? Tu sais, dans quel shop tu vas aller travailler? Si tu veux-tu travailler pour l'Hydro, toi? Tu veux-tu travailler pour l'Alcan? C'est ça les questions qu'on se faisait poser. Pareil chez nous, quand j'étais kid, c'était attendu genre que tu lâches l'école en secondaire 3 puis que tu oui. travaillé à Papetière. Le monde font ça. Ouais, mais tu sortais de l'école, tu gagnais quoi, mettons, à ce moment-là, 60-70 000 par année? Easy. Avec un secondaire 4. Puis le moindrement que tu faisais tes preuves, tu faisais 100 000 par année sans avoir terminé ton secondaire. On faisait un peu d'over. Ben, c'est ça. Puis si tu faisais de l'over, t'étais à 120. Fait que t'avais 2 skidoo plutôt qu'un avec ton pick-up de l'année. Puis imagine-tu 120 000 par année, il y a 20 ans, tu sais. Non, c'est ça. Mais il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement vicieux dans cette structure-là de communauté où est-ce que t'as des grosses business qui font extrêmement d'argent, puis oui, ils redonnent à la communauté. Mais ils redonnent aussi au niveau salarial parce que les gens qui, avec un bagage académique de quatrième secondaire, sont capables de gagner des salaires incroyables. Dans le fond, ça leur permet de vivre quelque chose qu'ils ne pourraient pas autrement. Mais la problématique, c'est que quand ça ferme, c'est le mur de la réalité qui rentre à une vitesse incroyable dans le visage de ces personnes-là. Ouais, qu'est-ce qui reste dans le coin, là? Qu'est-ce qu'on va faire, là? Même s'ils s'en vont, ces gens-là, je veux dire, ils s'en vont en ville. En plus, le coût de vie va augmenter, quasi doubler sur certaines choses. Il y a un choc culturel parce qu'ils sont habitués d'être fermés sur leur milieu et connaissent juste leur monde. Mais en plus, si on reste juste au niveau économique, ces gens-là vont avoir le tiers du salaire qu'ils avaient. Le tiers du salaire qu'ils avaient. Pour un coût de la vie qui est plus élevé. Pour un coût de la vie qui est plus élevé. Fait que, genre, changer ton rythme de vie quand t'es rendu, surtout pour les plus vieux, là, je pense que c'est encore pire pour... C'est impossible. C'est encore pire pour une personne de 55 ans, mettons, là, qui se fait dire, la shop ferme, on réengage plus, c'est fermé pour de vrai, genre, les boss veulent plus réinjecter de l'argent. Là, t'arrives, t'as ta maison, qui vaut plus rien en plus, parce que là, la seule chose qui faisait vivre le village, qui donnait une valeur à l'endroit puis à ton emplacement, vient de shutdown. Fait que tu viens de perdre, je sais pas, moi, le tiers de ta valeur, des fois peut-être même plus de ton investissement en actif sur ta maison. Il n'y a plus personne qui en veut. Puis là, tu te dis, bon, ben là, soit j'ai le chèque qui m'attend ou je m'en vais en ville, ou ce que je vais faire, le tiers de mon salaire pour me retrouver avec des coûts de vie qui vont être quasi doubles. Ouais. Mais ça brise des familles, là. C'est ça qui a... clairement. Ça brise des familles, ça crée de la dépendance, ça crée des drames. Puis c'est fucking triste, en fait. Puis là ça vient où, justement? J'ai-tu une réponse à ma question, moi? Mais à Shawinigan, en fait, j'ai retrouvé ce mood-là. Ouais. Puis, avec mon ami d'enfance, PO, ben là, on se disait, ben écoute, man, il y a des locaux, ça coûtait rien. Tu sais, il y avait des locaux vides partout dans la ville, là. Fait que, je me souviens, les 2 premiers mois, on les a payés en faisant un peu de ménage dans la cave, tu sais, puis ça nous coûtait, hey man, c'était quoi? C'était 300$ par mois pour un genre de 2000 pieds carrés commercial à côté de la main. C'est solide, tu pars sur une petite affaire. Ben non, mais c'était comme, genre, c'est ça, puis c'est ça qu'on évalue, on est comme, bon, ben regarde, OK, l'économie va pas bien, mais les coûts vont être super bas, on n'a pas une crise de scène, fait que c'est genre parfait pour nous. C'était quoi le concept du magasin? Ben, c'était du streetwear. PO avait déjà eu un truc qui s'appelait à l'époque, c'était Famous Orders de mémoire, qui était dans le sous-sol du Classique sur la première rue à Limoilou. Okay. C'est comme ça. Ouais, OK. Ouais, c'est comme ça qu'il avait comme développé un peu son... Les stars, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est ben, lui, en fait, il achetait des chinoiseries, là, qu'on appelait, là. Fait qu'il achetait, tu sais, genre un paquet de trucs, mettons, là, qui étaient comme à mode, là, du fake shit, des trucs comme ça. Puis il revendait ça à un bon prix. Et c'est comme ça qu'il s'est fait comme la main un peu. Mais tu sais, il avait travaillé longtemps dans les boutiques, là, je pense Arsenic, Freedom, ces choses-là. Et il adorait la vente, là. C'était un vendeur né, là, ce dude-là. Fait que l'idée, c'était de faire une boutique de streetwear très calquée à la limite sur ce que le Classique faisait à ce moment-là, mais à Shawinigan, en y ajoutant notre touche. Puis quand on a parti, c'était très hip-hop. En fait, PO avait des contacts là, sur Chabanel, puis on allait magasiner nos trucs. Ça coûtait vraiment pas cher, il y avait un bon markup dessus. Mais on est arrivé dans une ville aussi où lui venait pas de là, moi je venais pas de là. Fait qu'on partait de loin. Il y avait zéro réseau. Connaissiez personne. Non, mais moi j'ai mon oncle qui avait comme un marché général au centre-ville. Tu sais, j'avais un cousin qui restait là. Mon père était déménagé un peu plus tôt, mais... Ouais, mais t'étais pas un petit gars de la place, là. Non, vraiment pas. Puis là...
moi qui aime tellement travailler en collaboration, on faisait le tour, on cognait à plein de portes. Hey, on organiserait des soirées en collaboration avec vous, tu sais, pas besoin genre de mettre du temps, genre nous on s'en occupe, on veut juste mettre notre bannière sur le truc, blablabla. Puis on s'est fait fermer les portes absolument partout. Ah ouais? Hein, vraiment, vraiment. Ben là, tu sais. Comment tu relèves de ça? Faut que tu trouves une solution? Ben en fait, on était parti, puis à ce moment-là, on était peut-être un peu naïfs, là, mais on se disait, écoute, on trouvera une solution rendu là. Mais on s'est dit, ben, on va faire du travail plus de fond. Là. On va se développer une clientèle à partir de la base, sans mettre trop de publicité. Puis c'est ce qu'on a fait. On a serré des mains, on a rencontré des gens. Les gens sont rentrés dans le shop, ils ont acheté, ils étaient contents, ils ont envoyé des amis. Fait que ça a commencé, tu sais, très, très bouche à oreille. Mais là, on a fait des stickers, on a commencé à en mettre dans la ville, on a commencé à s'afficher tranquillement, puis en même temps, on a... Le design, les stickers, le design des vêtements, puis tout le kit, c'était-tu toi et ton chum qui décidait ça, puis qui créait ça, ou... Ben oui, en fait, on travaillait beaucoup sur l'image, moi puis PO, puis... Au départ, c'était comme moins important parce qu'on revendait vraiment qu'est-ce que nous, on faisait pas. La ligne maison, c'était pas encore genre dans la ligne de mire parce que faut que tu aies une certaine notoriété pour que les gens veulent acheter ton effigie, tu sais. Fair enough. Ben non, mais c'est ça. C'est parce que si tu ouvres une boutique... Ouais, si tu décolles un brand, faut que tu le mettes sur les dos des personnes genre qui ont déjà de la notoriété pour l'utiliser ou tu te crées une notoriété, puis après, tu vends ton image. Donc, on a commencé par vendre d'autres trucs, puis on est parti dans une idée qui était très, très hip-hop à ce moment-là, puis qui est devenue très snowskate parce qu'en Mauricie, c'était beaucoup ça qui était le vibe. Et la mode en général aussi l'intégrait de plus en plus parce que ça devenait un truc qui était plus mainstream. Genre, si je comprends bien, c'est un peu le principe d'une marque maison, là, finalement. Là, genre, dans le magasin, vous vendez des trucs qui a déjà de la notoriété, mais vous poussez un peu votre marque au travers, puis finalement, c'est ça qui... C'est ça, tranquillement, c'est ce qu'on a fait. On a commencé avec des petites badges de t-shirts, genre on avait retravaillé le logo aussi parce qu'au départ, il était un peu, tu sais, il était deg, là. Il était très gras, puis tu sais, il y a trop de détails, genre à l'œil, ça marchait pas. Le logo Walk-in, ça. Le logo Flawless, ouais, exactement. Fait que le premier logo Flawless, je me souviens, là, c'était un truc ultra travaillé avec des détails dedans, puis c'était genre une Flawless We Trust qu'on avait récupéré le créneau américain, puis c'était dans un espèce d'Oméga. Puis c'était très lourd, très chargé, puis c'était pas si beau que ça, mais c'est ça, c'était deux kits à faire, exactement. Fait que on est parti avec ça, et tranquillement, quand il s'est mis à avoir du roulement dans le magasin, quand on a adapté aussi, parce que ce qui est cool, c'est que quand les gens rentrent chez toi, t'as aussi l'information de ce qu'ils veulent. Fait que si t'es à l'écoute de ta clientèle, ben t'es capable d'adapter ton produit, genre... Faut pas entièrement adapter son produit, mais il faut prendre des bonnes idées, puis il faut que tu lui donnes un cachet, tu sais, qui a l'essence de ce que toi tu veux faire. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait comme tranquillement. Puis, avec cette méthode-là, ce que ça nous a permis de faire, c'est de créer une communauté. Donc, nous, notre idée, ça a vraiment été... Le service à la clientèle, c'était ultra important pour nous. Puis, c'est que le magasin devienne... un chilling spot. Leur magasin. C'est ça. Fait que les gars, les filles passaient faire leur tour, genre on les connaissait, on les voyait aussi la fin de semaine, puis on s'est mis à organiser aussi beaucoup des événements. Puis là, à un moment donné, genre les gens étaient comme fucking d'ordre de travailler avec nous. Ça s'est mis à débouler, on organisait genre des shows, on organisait des journées de skate, on organisait un truc qui était insane. Quand je vais à Shawinigan, les gens nous en parlent encore. Ouais. On a fait 2 parties, c'était les parties annuelles, là, genre le premier c'était fucking sketch, on avait genre donné des hot dogs dans le cours du shop, genre on prenait une bière avec le monde, puis... Écoute, des fois ça prend pas grand chose. Hein? Non, c'est ça. Mais la deuxième puis la troisième année, on avait loué la Cité de l'Énergie, puis c'était avec les bons clients, on vendait c'était genre des bracelets à l'époque qu'on se faisait faire justement en Chine avec les trucs caoutchouc là, dans le temps que tout le monde en mettait. Mm-hmm. Puis c'était bar ouvert dans la Cité de l'Énergie en haut. Quand même cool. C'était insane. Genre, le monde était fou, là. Puis, après la deuxième année, genre, ils nous ont carrément dit, genre, non, c'est terminé, on peut plus vous louer. Genre, c'est dégueulasse. On fait pas ça une autre fois. Il y avait pas assez de toilettes en haut, là. Fait que c'était genre... C'était incroyable, là. Je vous dis, il y avait comme 4 toilettes, puis nous autres, on avait comme 120 personnes, bar ouvert en haut. Au palais.
Fait que c'était débile. Mais là, les DJ, le setup était genre malade. Puis là, t'as une vue 365 genre sur je sais pas combien de kilomètres. Là, c'est incroyable. Là. C'est immense la cité de l'énergie. Fait que t'es en haut là, puis t'es chaud noir avec plein de monde que t'apprécies beaucoup. Fait que quand je passe à Shawi, les gens me parlent encore, tu sais, des parties d'anniversaire Flawless qu'on avait faites là-dedans. C'est genre les souvenirs que les gens ont des événements qu'on organisait. Fait que, tu sais, tout l'esprit de communauté, l'idée de rassembler les gens autour d'un truc. Fait que là, c'est un projet commercial. Puis le fait de mettre les gens ensemble, puis eux, ce qu'ils avaient le désir de faire, c'est de s'identifier à ce mouvement-là qui était finalement juste de... Mais ultimement, c'était ça ta brand, là. C'était genre, on va chiller ensemble. Ben, Flawless, c'est ça. Puis Walk-In, ça a été beaucoup ça, tu sais. Le premier slogan, c'était Get Familiar, tu sais. Genre. Viens chiller, là. Viens chiller. Fait que les magasins, c'était fait pour que les gens passent, qu'ils nous racontent leur soirée. Puis là, quand ils étaient là, ben, nous autres, on leur expliquait qu'est-ce qu'on avait reçu. On leur disait, parce qu'il y a beaucoup de lignes contenant en exclusivité. Pour une raison qui est très cocasse, le Périgny à Trois-Rivières nous détestait. Donc, il s'était arrangé pour qu'on ait aucun compte d'ouvert. Le Périgny? Oui, le Périgny, parce qu'il y en avait un à Trois-Rivières. C'est quoi, ça, le Périgny? C'est une boutique de streetwear qu'il y avait à Québec aussi pendant un moment. Ouais, il était à Place Laurier, eux autres. OK. Ouais. Puis il y avait quand même un gros fame autour de tout ça. Fait que vous étiez en train de manger le Périgny à Trois-Rivières. Ben, le Périgny à Trois-Rivières, puis nous autres, on était un peu naïfs aussi. Fait que là, on était là, on voulait parler avec Berne Périgny. On était là, on peut tous s'entendre sur des trucs. Puis tout, ils voulaient rien savoir de nous, man. Ils étaient là, genre, on s'en calisse de vous. Ouais, avec des trucs kitschaoui. Puis, finalement, c'est ça. Il nous a fermé les portes de toutes les brands qu'on voulait ouvrir. À l'époque, c'était gros Crooks and Castle, LRG, qui avait un gros hype autour de ça. Puis les distributeurs canadiens étaient là, non, on peut pas vous vendre, Ben veut pas, il nous passe des trop grosses commandes. Fait que nous, on s'est mis à fouiller. Puis avec la vitesse d'Internet, puis avec aussi toutes les applications, puis toutes les plateformes qui poussaient la musique qui se mettait à blow up. Fait que, tu sais, aux États-Unis, mettons les artistes comme Mac Miller dans le temps, Wiz Khalifa, ce genre de boys-là qui blow upaient, ben rapidement, nous, on voyait qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis à ce moment-là, eux autres portaient des trucs qui étaient fucking fresh puis qui n'étaient pas distribués encore au Canada. Donc, nous, l'affaire, ça a été, on appelait directement les compagnies aux États-Unis qui n'étaient pas distribuées ici, on leur demandait une exclusivité, puis là, dans le fond, la seule ville où il y avait, exemple, je sais pas quel brand, Black Scale, ben, c'était à Shawinigan, au Canada. Fuck Périgny. Fait qu'on a commencé à rentrer des trucs comme ça. Puis là, fallait faire de l'éducation avec les gens, parce que les autres connaissaient pas ça. Le hype n'était pas encore trop monté, mais là, on leur montrait, hey, c'est dans tel vidéoclip, il y a tel boss. C'est quasiment une genre de VJ, là, tu sais. Oui, je te jure, c'est cool, man. Check ça, il y a ça dans. Ben, c'est vraiment ça. Fait que là, on s'est fait une réputation avec ça, puis on avait un peu. On avait un peu le titre de professeur un peu de la mode, là. Et dans le fond, les trucs se sont mis à blow up. Puis là, les compagnies nous ont dit « OK, c'est correct qu'on ouvre les comptes. » Fait que là, on a rentré un peu la merch qu'on voulait rentrer qui était distribuée. Mais on gardait tout le temps une longueur d'avance. Fait que le Walk-In faisait ça aussi. Là, c'était gros ça, sa marque de commerce. Fait que c'est comme ça qu'on a développé genre les trucs et qu'on a consolidé. Parce que le fait d'éduquer les gens, de passer de l'information, ça nous a aidé aussi beaucoup à cimenter cette espèce de société-là qui était déjà existante. Là. Tu sais, c'est un peu, dans le fond, à date, de la manière que tu nous en parles, c'est un peu quand tu veux... De la manière que tu développes un brand, c'est un peu de le faire vivre, là. Littéralement, là, c'est de donner comme une expérience qui... Clairement, Sam. Puis, tu sais, en fait, c'est que le vêtement, on l'oublie souvent, on en parle toujours comme un objet d'art, mais principalement... C'est un objet qui est extrêmement politique parce que ça sert à t'identifier à un groupe. Ouais. Fondamentalement, c'est ça. Mais la musique, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est clairement la même chose. Fait que quand tu veux... Tu sais, c'est une étiquette que tu t'auto-apposes sur toi-même pour dire, genre, moi, cette communauté-là, je partage des valeurs avec eux et j'ai une orientation qui est semblable. C'est vraiment ça. Je veux qu'ils me reconnaissent. Oui. Je vais porter le même genre de couleur qu'eux autres. Fait qu'ils vont savoir que genre je pense similaire à eux autres, que j'ai le même genre d'ambition puis tout. Sauf que entre choisir tes vêtements pour appartenir à un groupe, puis créer une ligne de vêtements puis un espace, le brander pour que le monde fasse partie de ce groupe-là, il y a loin de la coupe aux lèvres. Tu sais, c'est ça qui est crissement le fun dans ton histoire. Là. C'est ta construction d'un branding. Là.
Genre, sur quoi tu t'appuies? C'est de où est-ce que ça sort pour que... Ben, nous, dans le fond, on avait l'idée de vendre du vêtement parce que c'est ce que PO faisait. Puis moi, je m'entendais bien avec PO. Puis genre, il me disait, hey, j'ai un projet, t'embarques-tu? J'ai dit oui, tu sais. That's it. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est un de mes meilleurs amis. On voulait faire un truc ensemble. Puis moi, j'aime ça faire des projets. Fait que j'étais comme, ben oui, on va faire ça. Puis au travers de ça, ben, j'étais capable d'amener ma touche. Puis tout l'aspect, justement, tu sais, organisation d'événements, service à la clientèle aussi, quand tu t'entends bien avec les gens, genre, c'est un truc qui est assez naturel, là, t'as envie de faire plaisir, fait que quand les gens arrivent, tu sais, tu veux qu'ils soient stoke, puis c'est ça qui te rend stoke. Fait que après ça, les gens partent, ils se sentent super bien, puis ils ont envie de retourner, puis ils se sentent chez eux, ils se sentent appréciés. Fait que c'est comme ça qu'on lie un peu les gens ensemble, puis après ça vient l'étape de justement brander tout ça, puis d'y donner un nom, d'y donner une image, puis de permettre à tout le monde de pouvoir l'afficher aussi. Ouais. Puis là, t'as pas arrêté ça, là. Fait que là, ça a continué, Walk-In. T'as fait ça pendant un bout. Ouais, en fait, j'ai fait ça on a ouvert... Il y a un gros processus, tu sais, avant l'ouverture avec PO, là, on a travaillé fort, on avait commencé à travailler en 2008, puis il y a personne qui voulait nous donner une scène, puis c'est ça, finalement, c'est comme arrangé tout seul avec... Mais ça, on a Une mis solution du bord. Ben, on a mis 250 pièces chacun, OK? Genre en janvier, quand on s'est rendu compte. Mettons, on avait commencé à travailler le projet en septembre. On a fait le tour de tout, là, genre SADC, CLD, les caisses. Il y a personne qui voulait nous passer une crise de scène. Fait que là, genre en janvier, on s'est dit, ben là, il va falloir qu'on commence à se monter un inventaire. Fait qu'on a mis 250 pièces chacun. On était chercher du stock. On l'a fait rouler, on l'a vendu. Tout ce qu'on vendait, on le remettait. Puis jusqu'à temps qu'on ait genre assez de stock pour se dire OK, on loue le local, on met ça là-dedans, puis on décolle. Puis je me souviendrai tout le temps, la veille avant qu'on ouvre le local, genre je regardais les meubles, j'étais comme on peut pas ouvrir avec ça. C'est impensable, là. On avait genre 10 paires de jeans puis je sais pas moi 88 t-shirts là, tu sais quasi là. J'étais comme c'est impensable. Ça a l'air gros mais sur 2000 pieds carrés 88 t-shirts qu'on avait fermé d'ailleurs là, on l'avait fermé à 1000 pieds carrés au départ parce que c'était genre impensable. On avait acheté des rackings en liquidation du monde qui avait fait faillite, puis tu sais des comptoirs, puis on avait tu sais tout ce qu'on avait pu sauver comme cash, on l'avait sauvé. Quand on est parti, c'est ce qu'on faisait, tout l'argent qui se brassait là-dedans. On le réinjectait, là, je me souviens, moi je venais de quitter ma job au BMR, j'avais comme du chômage pour un certain temps, puis PO travaillait en même temps, fait que tout l'argent qui se faisait, c'était réinvesti sur le gear pour qu'on soit capable de se monter un inventaire, fait que c'est comme ça qu'on a décollé pour le côté financier de la chose. Trouve des grosses solutions à des gros problèmes, là. Ben oui. Ben, faut commencer plus petit, là, dans ce temps-là, puis en même temps, ça te permet de déjà bâtir un noyau de communauté quand tu fais ça. Fait que c'est ça qui est quand même cool. Ouais. Là, t'as réussi à driver ça pendant un bon bout de temps. Pas finalement te ramasser à étudier en sciences politiques, c'est là qu'on s'est connus. Ouais. Ben, en 2013, en réalité, quand le Walk-In est parti, on s'attendait à fusionner le Flawless et le Walk-In très rapidement. Dans nos plans, là, c'était genre dans 6 mois, ça allait être fait. Et PO avait parti le Walk-In avec des collaborateurs à nous qui étaient Nikélaos, là, une ligne de streetwear très hip-hop de la Rive-Sud, qui ont été les très pionniers aussi là, dans ce qu'ils ont fait. Ouais, là. Ça, je me rappelle, ça a bien pogné. Ouais, ils ont été les premiers à comme vraiment appuyer les artistes, puis être en arrière d'eux autres, puis ils étaient dans les shows. Puis ils avaient très bien compris, eux aussi, l'esprit genre de communauté derrière le branding. Nous, on en vendait beaucoup, puis les gars avaient un genre de cash down de 100 000 $, et ils voulaient avoir PO dans le projet. Puis à ce moment-là, ça semblait compliqué un peu que je sois capable de m'infiltrer. Fait que le plan, c'était comme 6 mois, genre, on fusionne tout ensemble parce que, tu sais, grosso modo, c'était l'idée qu'on avait travaillé depuis quasi 2 ans, moi puis PO, tu sais, qui était récupéré avec le Walk-In. Mais la fusion, c'est pas fait. Il y avait eu des complexités. Donc, nous, ensuite, on a ouvert à Trois-Rivières. On a ouvert aussi une boutique en ligne. Et la fusion s'est passée comme 2 ans et demi plus tard. Okay. Genre en 2013. Puis quand ça s'est fait... moi, j'étais pas d'accord avec les lignes directrices parce qu'au point de départ, on était très core dans ce qu'on appelle, parce que dans le vêtement, il y a un peu 2 façons de faire, 2 stratégies principales. C'est-à-dire, tu essaies d'ouvrir la machine le plus que tu peux. Tous les gens qui veulent en mettre, tu leur en donnes. Fait que, tu sais, il y a une espèce d'esprit de boule de neige incontrôlable qui fait que c'est ultra lucratif, mais très rapidement. Sauf que
ça s'essouffle. Ça brise ta marque. Parce que quand tout le monde l'a sur le dos, il n'y a plus personne qui la met. Puis là, l'idée de communauté, tu la perds complètement. Ça, tu reviens un peu ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, c'est que là, ça a comme plus de sens parce que un peu n'importe qui, c'est ça. Pas n'importe qui, mais ça n'a pas une identité forte, là, tu sais. Clairement. Et ce que je voyais avec Walk-In, ça marchait, c'était l'enfer. Là. Le monde descendait de les régions pour avoir des t-shirts Walk-In puis ces affaires-là. Puis c'était ultra lucratif. Je me souviens genre des chiffres qui se faisaient à ce moment-là. Mais c'est que tu perds vraiment la durabilité de ton produit. Puis aussi, tu renies ta communauté de base. Là. Faut pas l'oublier. Parce que les gens qui étaient là au point de départ puis qui étaient là parce qu'ils croyaient en certaines valeurs, quand tu te mets à trop élargir ce que tu fais, ben tu les abandonnes. Et c'est ce qui était dans la ligne de mire des Walk-In parce que là, ils voulaient rentrer dans les centres d'achat, chose que nous, on avait comme jamais voulu faire. On s'est toujours dit pignon sur rue, faut que les gens aient le goût de venir nous voir. On veut pas qu'ils débarquent dans le magasin avec une mauvaise vibe. Le but, c'était vraiment, tu veux venir nous voir, t'es chez toi, mais... Fuck la Place Laurier. Ben, fuck Place Laurier, mais sauf que là, c'était ce qui était dans les cartons, puis les gens, les boys à ce moment-là, misaient beaucoup sur rentrer aux États-Unis. J'étais comme, man, vous êtes fous, là. La compétition est féroce là-bas. Genre, c'est des législations qui sont différentes. Il y a trop d'argent en jeu. Puis eux autres, c'était ça. Ils étaient comme, non, nous, on débarque aux States. On va rentrer aux States. On leur pète à la gueule. Non. Fait que là, il y a plein d'orientations comme ça qui étaient vraiment à l'encontre de ce qu'on avait fait au point de départ. Puis qui me parlait vraiment pas parce que là, tout l'esprit, justement, communauté, rassemblement, on arrête de faire des événements, on arrête de mettre de l'argent sur la pub, on va rentrer dans un centre d'achat à la place. Et j'étais comme, man, on est en train de tuer, genre, l'esprit de ce qu'on faisait. Fait que c'est ça qui était comme accepté par la majorité des boys à l'interne. Puis, man, je me suis dit, ben, c'est juste, on avait accepté la fusion. Fait que là, j'avais perdu mon pouvoir aussi là-dedans. Puis j'étais comme, ben, écoute, c'est plus mon projet. C'est plus mon projet. Faut que je m'en aille. Puis quand j'ai quitté, je me suis dit... Parce que ça faisait longtemps que j'avais encore dans la tête de faire mes séances po, là, parce que quand j'ai quitté... Tu rêvais encore de l'Université Laval, là. Ben oui, quand j'ai fini le cégep à Forestville, j'ai fait 2 tentatives à l'université, mais ça a été complètement la débandade, là. Je veux dire, moi qui arrivais de région, il y avait des parties à tous les soirs! Au palais! À tous les soirs, il y avait des gens qui se saoulaient, man! Fait que ça, c'était... Comment tu veux être sérieux? C'était impossible. Ça te ramenait ton Forestville un petit peu trop, là. Ben oui, mais là, c'était comme la fin de semaine tout le temps. Fait qu'aucune discipline, ça s'est pas bien passé. Mais là, je me suis dit, OK, je suis assez vieux, je vais faire une 3e tentative qui a fini par réussir. Ouais. Fait que c'est là que je suis retourné à l'école. Et assez triste aussi parce que ça faisait 5 ans que je m'étais sur le projet à peu près. Puis là, j'étais comme... On avait quelque chose de vraiment nice. Ça commençait à être super payant. Mais c'était plus mes valeurs. C'était plus moi. Fait que, genre, sur le coup, tu sais, j'étais triste. Puis je quittais aussi, genre, ça s'est pas super bien terminé. Fait que, tu sais, mon boys PO, mon frère était dans le projet. Un peu en chicane. Jack, tu sais, qui était un demi-frère. Tu sais, mon père sortait avec sa mère pendant longtemps. Puis c'était vraiment un bon ami aussi. Les autres boys qui étaient à l'interne, c'était moins j'avais moins des gros liens avec eux, mais ces 3 personnes-là, ça m'a fait vraiment mal. Puis on vivait vraiment ensemble. Tu sais, on travaillait toute la journée ensemble, on sortait ensemble le week-end, on soupait ensemble la semaine, tu sais, puis on faisait des semaines de Vous partagiez votre vie complètement. On vivait là, vraiment en commune, là, genre, puis c'était, tu sais, les petites semaines, c'était du 70 heures, les grosses semaines, c'était du 100 heures, tu sais. Fait que, puis t'es toujours un projet avec ces qui gens-là. tente, tu comptes pas, c'est ça? C'est ça. Puis là, ce que je me rendais compte, c'est que j'étais plus capable de faire ça parce que je croyais plus en ce que je faisais. Fait que j'ai décidé de partir, puis j'ai décidé de réaliser un peu ce que j'avais mis comme à moyen terme dans ma tête. J'étais là, on va finir par faire blow up les affaires, puis après ça, je retournerai à l'école. Là, j'étais comme, OK, ben là, je serai pas là quand ça va blow up exactement, mais je peux retourner à l'école. Et avec le recul, ça a été une des meilleures décisions, je pense, que j'ai prises dans ma vie. Ouais. Décision très crève-cœur sur le coup, puis que j'ai trouvé extrêmement difficile, mais qui a été très certainement une des meilleures que j'ai décidé de. Puis qui t'a pas empêché de continuer ce genre de vie-là, puis ce genre de projet-là. Moi, je me rappelle que je t'ai vu pour la première fois. Ben, tu sais, genre, on n'arrête pas de parler de branding. Je pense que c'est une grosse force que t'as, puis que tu développes tout le temps. Mais même toi, t'es brandé toi, là. Tu sais, genre, je me rappelle la première fois que je t'ai vu, puis t'avais
un look jour de relais, puis tout le monde sait c'est qui, en fait, genre, dans notre environnement jour de relais. Il y a du monde qui passe inaperçu, mais pas toi, là. On savait toujours que t'étais là, on se rappelle le temps que t'as passé, tu sais. Puis après ça, t'as fait tes études, t'en as reparti d'autres, puis là, puis t'en as en cours desquels on pourrait parler, mais qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur? Parce que tu dis, il y avait comme un gros esprit de communauté dans le projet que tu avais avec tous ces gars-là que tu es en train de mentionner, avec qui tu vivais vraiment sérieusement. Fait que tu sais, il y a un désir de brander ce monde-là ou d'être tous ensemble dans un projet communautaire puis de faire de quoi de créatif ensemble, genre de builder cette business-là, ou d'abandonner la collectivité parce que tu sais, la plupart des... Tu sais, je te connais depuis quand même un bout de temps à cette heure, puis tout ce que je t'ai vu faire, c'est tout le temps ça, là. C'est tout le temps une espèce de... créer un espace pour que le monde se parle. Fait que, tu sais, genre, tu dis que ça a été crève-cœur, mais c'est-tu plus important pour toi de s'organiser pour que la communauté puisse avoir un espace pour discuter puis vivre, ou de faire quelque chose de vraiment nice que ça te tente de faire avec du monde que tu le sais qui think alike puis de pousser ton idée un peu plus loin, tu sais? Parce que c'est pas nécessairement la même réalisation puis c'est pas nécessairement les mêmes problèmes que t'as à tacler pour un ou l'autre, là. Ben, je pense que c'est les raisons de se rassembler, là. Parce qu'avec le walk-in, ça s'est mis à vraiment blow up, puis l'argent s'est mis à vraiment bien rentrer, puis je pense que l'optique était plus de rassembler les gens puis d'avoir du plaisir, là. L'optique, à ce moment-là, c'était vraiment de devenir riche, tu sais. C'était ça le thinking, puis c'est ça le thinking que la majorité partageait autour de la table. Fait que pour moi, l'argent avait toujours été un moyen pour me rendre à la fin, qui était de rassembler le monde. Parce que t'as besoin de sous là, pour réussir. Okay? Ça, oui, c'est ça. Ça, c'est inévitable. Ça prend des deniers, puis c'est des moyens pour te rendre à destination. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que mon moyen à moi, c'était une finalité pour beaucoup de gens autour de la table. Fait que eux, le but de rassembler... Tu sais, rassembler les gens, c'était le moyen d'obtenir la finalité. Puis moi, ben, c'était ça la finalité. C'était genre, on a besoin de sous pour rassembler les gens. Ça fait qu'un coup qu'il aurait eu la finalité, il aurait pas poussé plus ben, pour... C'est ça. Puis genre, tout l'aspect, toutes les facettes que j'aimais, c'était, on coupe là-dedans. Parce que ce qui est important, c'est que si on rentre dans un centre d'achat, on n'a plus besoin d'organiser d'événements. On n'a plus besoin de faire de pub. Genre, OK, on conserve le service à la clientèle parce qu'on veut que les gens soient happy. Mais tout le ciment social sortait de l'équation pour optimiser le capital. Mais tu sais, pour moi, le capital, c'est un moyen de rassembler les gens. Ouais, c'est un outil pour arriver à ta fin. Fait que finalement, c'est ça. Le but, c'est de produire un espace de discussion. Ben, c'est juste de discussion parce que un espace de vie. C'est ça, parce que ça va de soi. Les gens vont parler. Si t'es mis ensemble, ils vont parler. Fait que je pense que c'est ça. Puis c'est de mettre un espace qui va être le plus confortable possible puis qui va optimiser ces relations organiques-là. Parce que ça, tu veux pas les imposer. Tu veux juste comme mettre... Tu sais, tu veux camper le contexte. En fait, c'est ça que... En tout cas, c'est ça que moi, je veux. Moi, c'est ça que je trouve super intéressant parce qu'il y a tout le temps un paquet de choses positives, un paquet de choses positives qui ressort de ça, de rassembler les gens ensemble. Là. Puis là, mettons, de manière contemporaine, là, un coup passé le walk-in puis les études que tu as faites. Ouais, qui ont terminé en 2017 parce que finalement, j'ai fait un bac en Sciences Po. Puis là, j'étais comme, Sciences Po... faut connaître un peu d'économie, tu sais, pour être capable de se positionner. Fait que j'ai fait un certificat en économie. Puis là, au travers de ça, je me suis dit, tu sais, le prochain dossier chaud, c'est le développement durable, c'est les problèmes climatiques. Fait que j'ai fait un certificat en développement durable pour bien comprendre le truc. Puis là, je me suis dit, ben là, man, je suis dans un momentum. Fait que pourquoi pas faire de deuxième cycle là, avant de m'en aller. Et j'ai fait un deuxième cycle orienté sur l'administration pour être capable de mieux structurer les projets que j'allais mettre en place. Fait que j'ai fait un micro-programme en entrepreneuriat gestion de PME de deuxième cycle, puis j'ai un MBA en administration, en gestion d'entreprise. Là. Le MBA très général, très peu niché. Là. Peu importe, là, tu sais, c'est le but de t'organiser puis d'être assez spécialisé puis d'être capable de faire mieux ce que tu es en train de faire. C'est à ça que ça sert les études supérieures ultimement. Mais ça t'apprend aussi un paquet de choses sur sa vie. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision très professionnelle, mettons, du parcours académique. Ouais, c'est très, je vais aller chercher ce papier-là, je vais être capable de faire ça.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives à saisir, puis là, je parle surtout de sciences sociales, là, puis l'administration, c'est un peu de structurer de l'humain quand même. Là. Fair enough. Mais c'est sûr, quand t'apprends, puis quand que t'as des savoirs là-dessus, mais ça t'aide à mieux vivre, en fait. Il y a des choses que, sans l'université, j'aurais vraiment pas la même vision aujourd'hui. Et ça m'aide beaucoup dans ma vie personnelle, au-delà que professionnelle. Ouais. Plus que j'aurais jamais pensé ça, en fait. C'est une surprise, là. C'était pas avec cette intention-là que t'allais à l'université non, pas du tout. Pas du tout. Mais, après coup, de comprendre la valeur que ça a eu dans mes décisions quotidiennes, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de partager ma vision du monde avec les autres, ça m'a énormément aidé personnellement. Ouais. Hey! Tu penses? T'entends pas? Tu l'as? T'entends pas? Ça se peut que ça sonne. Ça sonne... En tout cas, moi, ça sonne fort. C'est rien que moi qui ai des écouteurs. Mais Ouais. ça sonne l'heure du tarot. C'est l'heure du tarot. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas. On va essayer ça, voir. Peu importe ce qu'on y en pense. Nous autres, on tire au tarot. Il t'avait-tu mis au courant? Je sais pas si t'avais écouté le démo au complet. Oui, j'ai vu ça. passer la carte. Puis c'est assez drôle parce que, justement, pour un design, j'avais acheté un jeu. C'est vrai? Je me suis mis à lire les trucs puis tout, puis j'ai trouvé ça fucking intéressant. Quand je suis au noir là, avec des potes, là, je sors mon jeu de tarot puis je me mets à tirer, man. Ah, c'est le fun, c'est le fun de tirer. Ah, t'es capable de tirer? Ouais, mais je sais pas par cœur c'est quoi que ça veut dire. Non, moi non plus, je sais pas J'ai toujours par cœur. besoin de mon livre, mais je suis capable de le faire. Puis à toutes les fois, là, c'est fucking bizarre parce que le monde sont là, man. Ça marche. Puis genre, moi, j'essaie de rationaliser tout ça, puis je suis pas capable. Ouais, mais c'est rien qu'une affaire de feeling, tu sais. Puis en vrai, c'est le fun que tu dises ça. Mais tu sais, genre, j'ai jamais eu un livre de tarot. Moi, j'ai appris à tirer aux cartes au feeling d'un bar avec des paquets de cartes ordinaires. OK. Sauf que, genre, l'affaire qui m'a donné le plus envie de tirer au tarot ever dans ma vie, c'est genre une série de livres de Philip Pullman à la croisée des mondes. Il y avait un film qui est sorti de ça dans les années 2000 avec un ours polaire en armure. Puis ça a vraiment pas pogné. On fait un super mauvais film. Mais c'est vraiment... Hey, ça, c'est poche en asti. Quand il y a vraiment... un truc que t'aimes vraiment, là, puis là, ils font un shit genre, hey, on va faire un film avec ça. Puis c'était vraiment mauvais. Puis genre, j'étais allé au cinéma. Puis j'ai vraiment trouvé ça plate. Puis ça a fait que le monde n'a pas embarqué, genre, dans comme mon intérêt pour cette patente-là. Puis c'est une brique que j'ai chez nous. Mais il y a comme... Il y a tout un aspect ésotérique dans cette série de livres-là, puis notamment le personnage principal est capable de lire la divination dans des symboles, puis elle cherche de l'information dans des sources qui sont précises par rapport à ça. Puis elle finit par rien qu'apprendre qu'il faut qu'elle y aille au feeling, tu sais, puis l'information est dans le symbole, puis le don vient avec le fait de le faire, tu sais. OK. Fait que tu peux utiliser ton livre tant que tu veux, mais si ça marche de même avec le monde, tu pourrais ne pas te servir de ton livre puis juste lire l'information sur la carte, puis ça marcherait probablement aussi. OK. Mais en tout cas, moi, ça me conforte d'utiliser le livre parce que j'ai l'impression d'absolument rien contrôler. Mais je suis toujours... Tu sais, je suis toujours stupéfait à toutes les fois que je le partage, mettons, cette activité-là avec quelqu'un parce que, man, ça ébranle les gens, là. Puis moi, je suis comme, OK, tu sais, j'ai pas de don de divination ou quoi que ce soit. Genre, je te lis qu'est-ce qu'il y a dans mon livre. En tout cas, Pascal, il y en a. Ouais, c'est ça, hein? Coupe le paquet ou pas. C'est comme tu veux. Là, je fais pas... c'est ça. On fait un épisode tranquille, fait que je fais pas une lecture super longue. On va en tirer juste une, mais on va voir qu'est-ce que je suis capable de dire par rapport à... C'est le fun, on a une arcane majeure, on a le jugement à l'envers. Le jugement, c'est une grosse en plus, c'est 20. C'est une carte qui est à l'envers. Fait qu'on est en perte de contrôle. Mais c'est tout le temps ça. C'est parfait. Une carte à l'envers, c'est ça que ça veut dire. T'sais, genre, c'est le feeling, mais il est hors de tes mains. Le jugement, c'est pas nécessairement ni positif ni négatif. Je pense que c'est un jugement qui est plus tourné vers toi-même, vu qu'on est à l'envers en ce moment. Au feeling, ce que je lirais dans la carte, c'est que tu
tu te fais payer un peu individuellement pour la situation dans laquelle t'es là. T'essayes, tu sais, genre... tu te sens pas parfaitement... tu te sens pas parfaitement sur ton X, puis t'essayes de te réveiller, puis t'essayes de faire des moves pour que ça se passe, mais c'est hors de ton contrôle, là. C'est pas parce que t'as mal fait les affaires, ou c'est pas parce que tu te gères pas bien. Mais t'as un jugement sévère sur la situation un petit peu ça drift que tu traverses actuellement. T'essayes de te réveiller, mais t'as pas besoin. Ça va se passer. C'est très exact. Pas pire? Mm-hmm. Ouais. Ben oui. On va faire un petit spécial vu que tu tires aux cartes toi aussi. Mais là, moi, j'ai pas mon livre, là. Non, tu vas y aller au feeling. Ok, man, tu vas m'obliger. On fait, Ok. on fait de la créativité. Ok, Là. parfait. Fait que, veux-tu couper ou pas couper? Ah, je vais couper. Ben, hein? Moi, j'aurais été curieux de savoir pourquoi que c'était exact, tout ça. Moi, je veux savoir c'est quoi. Ouais, Puis après ça, il te dira c'est quoi. parfait. Qu'est-ce que tu veux Pourquoi faire? c'était exact? Ben, en fait, au travail, présentement, j'ai une situation pas super chill avec laquelle je suis pas vraiment d'accord. J'ai posé beaucoup d'actions dans les dernières semaines pour ramener un peu la chose. Là. Je suis très j'ai beaucoup de difficultés à vivre avec l'injustice de façon générale. Là. Pour moi, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire, l'injustice? Ben, l'injustice, c'est que quand que... Je pense qu'on a tout notre bout de chemin à faire, ce qui veut dire accepter que les autres personnes autour de nous fassent des erreurs et que nous, on en fasse. Mais vient un moment où il y a des situations qui deviennent de moins en moins acceptables. Quand des gens continuent à faire des erreurs et que les autres en sont impactés, il faut être clément, mais à un moment donné, il faut aussi que les choses se placent. Puis l'injustice, c'est quand que tu le nommes plusieurs fois puis que les gens comprennent, veulent pas comprendre. Ouais, ok. Continuent, poursuivent dans une voie qui est inéquitable, par exemple. Et ça, moi, ça me met vraiment hors de moi. Là. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis que ça soit envers n'importe qui. Là. Je trouve que c'est intolérable. Puis je crois sincèrement qu'on a tous un devoir. Puis là, je veux pas trop genre déraper vers le contrat social puis des trucs un peu trop techniques de politologue. Mais la démocratie, genre, est fondée sur la justice, OK? Ouais. Ce qui fait qu'on se rassemble, c'est que on a un espoir, puis normalement, on devrait avoir les résultats qui viennent avec le fait que si tu te joins au groupe, tu vas être comme protégé. On va prendre soin de toi. Donc, si on laisse passer de l'injustice, ben on mine d'une certaine façon la démocratie. Pis... On passe à côté de la target un peu. Là. T'sais, ça ne sert à rien en fait de s'infliger à la société si elle ne sert pas à nous aider aussi. C'est ça, exactement. Fait que dans le fond, c'est que le rassemblement, ça ne sert plus à rien. Puis les gens vont avoir le goût de le quitter. Puis à ce moment-là, ben, c'est la loi de la jungle. Fait qu'on est un peu les artisans de la réussite de cette espèce de collectivité-là. Puis moi, c'est une croyance. Je crois que si on n'est pas capable de sonner l'alarme quand on voit des injustices, ben on participe à l'effritement de la société. C'est valable, je pense. Je pense que c'est valable. En tout cas, c'est clairement des valeurs qui sont dures à opposer. Là. Non! Dehors, Joe Drolette! J'haïs ça que le monde aille bien, moi! Non, mais c'est ça, c'est que c'est facile de décider que t'as pas de point de vue sur une affaire, mais en même temps, c'est que quand t'as pas de point de vue sur une affaire, c'est un peu comme si, tu sais, t'en as toujours un, finalement, un point de vue, même si tu décides de pas... Il y a un classique en sciences politiques ou en politique quand on est plus jeune. Si tu t'occupes pas de politique, la politique finit par s'occuper de toi. Sauf que, tu sais, c'est un moteur créatif pour toi. Puis c'est pour ça que j'avais hâte qu'on te reçoive aussi, parce que on sort un petit peu des terrains création artistique classique. Ouais. Mais t'es tout le temps en recherche de solutions, finalement, puis tu sais, de monter des brandings, puis d'essayer de recevoir du monde, puis tout le temps par rapport à ces valeurs-là, essayer de construire, finalement, trouver des solutions pour construire une société qui fit avec les valeurs que t'as. Ben, puis qui va être capable d'intégrer aussi les autres. Puis tu sais,
la société, c'est une société de société aussi. Fait que si, je veux dire, il y a la société générale, mais il y a ce que nous, on peut créer. Puis au travers de ça, ben moi, je pense que c'est tout le monde est à la recherche du bonheur. Puis quand tu es capable de te retrouver dans un ralliement ou dans un rassemblement de personnes avec qui tu es bien, ben c'est une belle façon de le faire. Puis c'est une belle façon de te payer toi-même aussi parce que ce que tu as créé, tu vas en profiter avec les autres. Puis là, tu continues de le faire activement. T'es impliqué, ta job, c'est de ça qu'on parlait en ce moment, c'est de travailler. Tu travailles à Baie-Saint-Paul pour un organisme communautaire. Oui, qui s'appelle Maison Mère, qui appartient à la ville, qui a un peu la tâche de partager l'héritage des petites franciscaines de Marie qui ont largement contribué au développement de la région de Charlevoix et des femmes incroyables qui étaient beaucoup dans l'accueil. Tu sais, c'était un des premiers hospices de tous les malades mentaux de l'époque. Fait qu'eux ont accueilli beaucoup les gens qui avaient besoin. Mais tu sais, même les gens de la communauté at large. Fait que c'est beaucoup, ils étaient beaucoup dans l'entraide. Puis c'est religieux. Moi, je veux dire, je suis très... Je suis agnostique, en fait, athée, je trouve que c'est un peu too much, là, mais je suis agnostique. Mais dans les valeurs, dans leur action, c'était très axé sur justement rassembler les gens, les aider, puis devenir meilleurs. Et on a cette mission-là avec Maison Mère. Puis c'est beaucoup ce qu'on essaie de faire depuis un bout de temps, mais il y a certaines choses qui nous empêchent de bien avancer. Puis c'est là-dessus que vous travaillez actuellement. Qu'on travaille présentement. Donc, on devrait avoir des conclusions bientôt, mais... En ce moment, en effet, c'est drôle que tu aies dit c'est hors de mon contrôle. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire, puis j'attends. Ouais. Ouais, mais il y a une portion de jugement fort là-dessus, là, de jugement envers toi-même puis ton incapacité à faire plus que ça. Tu sais, pour vrai, j'ai risqué beaucoup de choses. C'est un peu j'ai risqué beaucoup de choses. J'ai pris des positions assez radicales parce que après avoir essayé beaucoup d'autres chemins, ça n'a pas porté fruit. Donc, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, moi, le jugement que j'ai par rapport à moi, je suis très zen avec ça. J'aurais pas pu faire autre chose que ça. Et je l'ai fait jusqu'au bout. Fait que rendu là, c'est un peu hors de mon contrôle. Mais je suis assez dans le lâcher-prise là, dans cette situation-là. Il n'y a pas d'intransigeance. Non, c'est ça, je suis zen. Est-ce que je juge ceux qui ont besoin de faire des choses présentement? La réponse, c'est oui. Clairement. Mais, bouger. C'est ça, mais moi, non, je pense que j'ai pris les bonnes décisions, puis je l'ai fait... je l'ai fait en cohérence avec mes valeurs à moi, là. Mais en dehors de ces problématiques-là, mettons, parce que c'est une drôle de position à prendre, tu sais, tu passes de tout ce que tu as fait, la quantité de diplômes, les business que tu as partis, aller travailler pour un OBNL à 2 heures de chez vous, tu sais, fallait quand même que ça te tente de faire vivre cet espace-là. Quel genre de projet t'as décollé, là, tu sais, c'est quoi ta vision avec cet espace-là? Pourquoi tu t'impliques là-dedans? Ben, en fait, c'est sûr que le retour en région, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Mm. Ça manque beaucoup, cette espèce d'esprit de village-là. Il y en a qui vont vous dire, ouais, mais là, tu sais, le placotage, puis les ci, puis... mais moi, c'est pas le genre de truc qui m'atteint tant que ça, là, tu sais, que les gens parlent en bien ou en mal. C'est juste que j'ai l'impression que la communauté est souvent plus forte dans les petites places. Il y a plus de jugement, mais il y a aussi beaucoup plus d'entraide. Il y a un système de troc aussi qui est un peu inconnu des gens de la ville. Là. Mettons, je vais faire ton bout de chauffage, puis genre nanana. Puis il y a une façon... t'amener à manger, m'amener dans l'automne, puis tu vas faire mon plat plus tard. Ben, exactement. Fait qu'il y a un système de troc qui est incroyable en région. Et il y a il y a une qualité de vie, c'est beaucoup moins stressant. Tout le monde est genre fucking zen, en fait. Et il y a la nature aussi, là, qui est comme à portée de main pas mal plus qu'en ville. Là. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on sortait avec le 4 roues de la cour, puis on rentrait dans le bois, tu sais, en arrière. Là, on allait chez nos potes avec le 4 roues, puis on traversait une rue 2, puis on était rendu. Fait que ça, c'est des trucs qui manquent beaucoup. Fait que il y a le projet de retourner en région qui était derrière tout ça. Au départ, je me disais, tu sais, la Côte-Nord, ça me manque, mais la Côte-Nord, c'est trop loin.
parce que là, j'ai un pied en ville. Il y a un paquet d'avantages aussi à être près de la grande ville. Puis on a beaucoup d'amis aussi. Donc, le but, c'était de retrouver cette espèce de magie-là sans trop s'éloigner. Et j'ai bûché pas mal les dernières années sur un projet qui s'appelle La Salle Politique. Ça a été très complexe, entre autres à cause de la COVID. Puis moi, je suis un gars qui est beaucoup de terrain, beaucoup d'organisation d'événements, beaucoup... Fait que là, j'étais juste dépassé. Là. Ça marchait plus. J'ai essayé de pousser les choses. Et j'avais besoin en même temps de... il y a la motion qu'on a travaillé ensemble. Fait que j'étais sur des projets personnels depuis un petit bout de temps. D'un, j'ai usé un peu aussi mon bas de laine en travaillant sur ces choses-là. Et la bonne humeur, là, parce que des fois, quand tu essaies de faire des trucs que ça marche pas, fait que j'avais besoin juste de me changer les idées, de me rapprocher tranquillement de mon projet, de changer l'espace. Et en même temps, il y avait dans cette idée-là de repartir ces projets-là dans un milieu dans lequel moi, je me sens comme beaucoup plus à l'aise à cause de la collaboration. Et au niveau entrepreneurial, en région, les gens collaborent davantage. Et on est beaucoup moins dans la compétition, tu sais. Tout le monde... Tu viens prendre ta niche, puis t'aides la communauté. Participe, t'es le bienvenu, puis aide-nous, on va t'aider. Fait que l'achat local aussi, c'est quand même un truc qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut voir à Québec. En tout cas, surtout dans Charlevoix, là, les gens sont fiers de ce qui se fait là-bas, puis c'est une super de belle communauté. Fait qu'il y avait ce Québec, ça essaye, mais c'est pas toujours optimal, l'achat local. Ouais. Non, ça essaye bourgeoisement un peu. Ouais. C'est un très bon qualificatif. C'est vrai. C'est comme fancy ça. De le faire, mais on le fait pas pour vrai. Aller faire un tour de Beauport à Saint-Sauveur pour aller dans la microbrasserie du coin parce que je veux encourager le resto de la place, mais en réalité, c'est du tourisme interne. Là. C'est pas encourager le commerçant du coin. Là. Si tu veux encourager le commerçant du coin, tu vas au coin de la rue à Beauport. Là. Clairement. Clairement. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui manque un peu. Fait que c'est ce qu'il y avait derrière tout ça. Et pour ce que j'ai fait, moi, je suis en charge. Dans le fond, mon poste est chargé de communauté et de communication. Et ce que j'aime à mettre en place depuis mon arrivée à la fin du mois d'octobre de l'année dernière, c'est de créer du lien. Fait que c'est genre que les gens soient ensemble. Je m'occupe de tout ce qui est co-travail. Fait que c'est moi qui gère l'espace de co-travail à Maison-Mère. Donc, si vous passez dans le coin, si vous avez besoin d'un spot pour travailler, vous venez me voir, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Je vais vous présenter aux gens de la communauté, puis vous allez passer une super de belle journée. Et je m'occupe aussi de tous les occupants parce qu'il y a une facette des services de Maison-Mère qui est liée à la location commerciale. Fait qu'on a des OBNL, on a des organismes privés, on a une belle diversité, une belle brochette genre de projets qui sont sur place aussi. Puis mon but, c'est de les rassembler, de les mettre en commun. Fait que les faire valoir. Puis y a-tu beaucoup de ces projets-là qui étaient déjà en place avant que tu rentres en position? Ouais. Ou... surtout pour la location commerciale, il y en a quelques-uns que j'ai aidé à intégrer puis ou à consolider un peu leur lien d'attachement avec le projet. Mais le co-travail, c'était comme un peu... il manquait de stabilité, en fait, dans la communauté. Puis je pense que j'ai bien réussi à mettre ça en place. On a mis un milieu de travail qui est un milieu de vie aussi, là, parce que, je veux dire, tu travailles là, mais c'est des amis aussi qui sont là, avec qui tu partages ton temps, avec qui tu vas aller manger ton lunch. Fait que ça, je pense que j'ai très bien réussi cette facette-là. Fait que je suis encore dans mes pantoufles, en fait, avec... Si tu veux prendre de l'expansion à Québec, en tout cas, moi, ça fait genre 2 ans que je suis en télétravail puis je magasine les espaces de coworking exprès juste pour avoir du monde avec qui chiller pendant la journée parce que... C'est tough. Oui, on vient tout écœurer d'être tout seul chez nous. Clairement. Ça revient à ton besoin que tu nourris de communauté continuellement. Puis... La problématique en ville, c'est vraiment le coût de location aussi qui est super élevé. Fait que ça, souvent, ça tue un peu les projets de co-travail dans l'œuf parce que... Puis c'est que tu payes ultra cher, mettons, pour ton logement à toi. Puis en plus, il faudrait que tu payes ultra cher pour une place pour chiller avec des potes. Fait que ça devient vraiment difficile. Ouais, l'avenir est en région. Ouais. De plus en plus facile. En plus, à cette heure qu'on peut travailler loin de la maison. En tout cas, moi, j'ai plein de gens qui co-travaillent à Maison-Mère. C'est du monde qui était à Montréal, qui était à Québec, qui était dans les grandes villes. Se sont achetés un petit spot dans lequel ils sont super heureux, puis ils viennent travailler à Maison-Mère avec nous dans l'espace de co-travail, puis ça se passe numéro 1. On va aller faire notre fief pas loin de Baie-Saint-Paul. C'est deux questions qu'on se pose tout le temps. D'où c'est que
Qu'est-ce qui nourrit l'inspiration pour les projets ou la créativité que tu as? Essentiellement, c'est ton désir de ressembler à la communauté ou c'est ça que j'ai l'impression d'obtenir de ce que tu dis? Oui, je pense que oui, parce que moi, je crois qu'un des bonheurs qui est facile à produire, c'est juste d'être ensemble. C'est très peu coûteux, ça demande pas tant d'efforts. C'est un coût bénéfice. C'est le fun, tu sais. C'est un coût bénéfice, genre, très intéressant, là. Ouais. Comme d'amener de la bière dans un party d'adolescents dans un garage Ben oui. À 15 ans. Clairement. Puis qu'est-ce qui t'a donné le droit à toi de faire des projets de même puis d'avoir une gueule? Pourquoi c'est toi qui le fais puis que c'est pas quelqu'un d'autre? Ben, je sais. Ben, je pense que tu sais, j'ai toujours senti que j'étais un peu différent, tu sais, de mes potes, là, tu sais, de même quand j'étais jeune puis en vieillissant. Tu sais, j'ai toujours. Je veux dire, je sais qu'il y a quelque chose de différent chez moi. C'est encore difficile pour moi de l'identifier aujourd'hui. Mais. Puis la vie, c'est court. Je pense que c'est parce que la vie, c'est court que je me donne le droit de le faire, peut-être. Faut faire des shit. Ben, tu sais, moi, ma mère est décédée quand j'étais jeune, puis on était mis un peu face à la mort très jeune, là, dans notre famille. Puis ça t'oblige à te poser une question. C'est comme, genre, moi, tu sais, dans combien de temps il me reste? Quand tu le vis, là, surtout d'une personne qui est aussi près de toi. Fait que je crois que c'est probablement un moteur important de ma façon d'agir puis d'entrer en action, loin. Puis si t'avais quelque chose à plugger pour le monde qui écoute, là, genre donner un coup de pouce au monde qui ont envie de créer des affaires, qui sont en train de créer puis qui manquent d'inspiration, qui veulent faire de quoi, c'est quoi tu dirais? Ben, écoutez-vous, pas les autres. Écoutez-vous vous-même. Faites-les. Faites à votre tête. Faites à votre tête. Puis si jamais ça marche pas, là, ça va être de l'expérience, puis ça vaut vraiment son pesant d'or aussi. Là. Ouais, fait que... Parce que tu peux juste te relever. Ben, puis tu peux vas juste te apprendre. relever de Tu vas être meilleur la prochaine fois. C'est tout. Dans tous les cas, t'as perdu quoi? Ben non, mais t'as gagné. Parce que même si ça marche pas, genre même les projets qu'on fait qui viennent pas à terme, on apprend tellement de choses dans nos échecs, souvent plus que dans nos réussites. Fait que ça va être utile après, là. C'est genre, t'as rien gaspillé, là. C'est que du bénéfice. Le plus que tu te plantes, le meilleur tu vas être. Ben oui, clairement. Non, oui, c'est ça. Ben oui. Ben, il faut que tu prennes le temps de comprendre pourquoi ça s'est pas passé comme tu voulais. Mais si tu as un minimum de capacité d'autocritique, écoute pas les autres qui te disent de pas le faire, fais-le. Ouais. Fais-le, tu verras si ça marche pas. C'est ça. Ben, c'est un méchant beau message. Good job. Je closerais ça là-dessus. Penses-tu qu'on mérite de s'applaudir? On s'applaudit sur un méchant on mérite temps. de s'applaudir. Ben oui. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir, les boys. Merci pour l'accueil.